est maintenant sur le stand de Ravensburger avec JB. Bonjour JB. Bonjour. Donc Ravensburger, sur la chaîne vous avez déjà vu Icos, le super jeu d'enquête audio, voilà, qui était vraiment, on a vraiment apprécié Icos sur la chaîne, on a testé toute la gamme, donc ça c'était vraiment cool. Vous avez cette semaine d'ailleurs qui est sorti Jurassic Park Danger, bientôt vous aurez Villainous Marvel, et là aujourd'hui avec JB on va... Et bientôt vous aurez Ecos, le 4e scénario qui va sortir cet automne. Ah bah super, et puis alors juste pendant qu'on est encore dans les bientôt, tu m'as dit une petite chose tout à l'heure qui glissait dans l'oreille qui m'a vraiment plu, c'est-à-dire que bientôt on aura un Villainous Star Wars. Villainous Star Wars, alors ça les amis, c'est juste incroyable. On aura Dark Vador. Forcément. Et Luke Skywalker. Ah oui, il va devoir peut-être affronter son père. Peut-être. Génial. Alors ça, Villainous Star Wars, c'est juste la meilleure nouvelle de la journée. Mais aujourd'hui, on est là pour parler de Dungeons, Dice and Danger, un jeu de Richard Garfield qui est un roll and write. Donc Richard Garfield, c'est quand même le papa de Magic. Oui. Et puis le jeu avec les baffes King of Tokyo. King of Tokyo. Et que. récemment The Hunger, je crois. Et donc voilà, Dungeons. Alors JB, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le fonctionnement de Dungeons, Dice and Danger? C'est pas facile à dire. Non, mais nous on dit DDD. Ouais, d'accord, DDD. Du coup, comme dans tout bon dungeon crawler, en fait, on va parcourir un donjon peuplé de monstres qui gardent des trésors. Et en fait, on va devoir parcourir ce donjon et en ressortir les mains les plus pleines. Pour ce faire, en fait, on va se déplacer à coups de dés. Le joueur actif va lancer les dés. Il va pouvoir, chacun dans sa tête va devoir faire des paires de dés. Donc là par exemple ici j'ai un 6, là j'ai un 7. Le joueur actif aura aussi accès aux dés noirs. Là par exemple il peut faire un 10 ou un 6. Et en fait on va commencer par les petites cases vertes qui sont sur le côté. Les cases d'entrée dans le donjon. Tout à fait. Donc là par exemple si je fais un 6 et un 10, je peux me mettre là, hop, mon petit 6 qui est là, et je peux avancer directement sur ce 10. D'accord, parce que tu avais le 6 juste avant, ok. Tout à fait. Et du coup là j'ai accès à un petit monstre. Je vais pouvoir griser la case 10 par laquelle je suis arrivé. Et chaque fois que je ferai un 8 ou un 10, je pourrai mettre une petite croix dans la case du monstre. Ouais. Quand j'ai mis des croix dans toutes les cases d'un monstre, je vais gagner le bonus. Là, des 2 petits diamants. Exactement. Tous les autres joueurs vont rayer le bonus de diamant et si eux, plus tard, arriveront à éliminer ce monstre, ils auront seulement le premier bonus. Et le jeu va se terminer quand on aura éliminé tous les monstres. Ok, ouais, il y a quand même pas mal de monstres à voir. En sachant qu'il y a des cases spéciales où il faudra faire des combinaisons particulières. Il y a des cases qui vont vous donner des gemmes, donc des points de victoire d'office. Ouais. On a des objectifs à atteindre sur le plateau. Donc là c'est un des 4 donjons qui sont inclus dans le jeu. Chaque donjon a ses spécificités. Au-delà des objectifs différents, il y a des fonctionnements différents dans les donjons. Et donc là par exemple ici quand j'aurais fait 5 des 6 cases avec un petit point, je gagnerais 3 gemmes si je suis le premier à le faire. Ici si j'arrive à relier la case verte qui est ici et l'autre zone qui est là, j'aurai ces points là. En sachant aussi que le boss, il va te faire des points de dégâts quand tu le bats, d'office quand tu le bats, et qu'en plus, quand tu lances tes dés, si tu n'arrives pas, parce que tu n'as plus de cases de ce type, ou parce que tu n'as plus accès à des cases de ce type, parce qu'il faut faire toujours des cases qui sont adjacentes pour se déplacer, si tu n'arrives pas à caser toutes tes paires de dés, tu vas aussi perdre des points de vie, et si tu perds trop de points de vie, au début c'est pas trop embêtant parce que tu auras des points négatifs à la fin de la partie, mais à la fin, tu auras carrément la mort. Pur et simple. Au-delà de ça, en fait, on va avoir des pouvoirs supplémentaires. De base, pendant la partie, on peut utiliser 3 fois le dé noir si on n'est pas joueur actif. Et en plus, on va pouvoir débloquer 3 petits pouvoirs si on arrive à ouvrir certains trésors. Donc du coup, le jeu, ça va être extrêmement simple. On va lancer les dés, tout le monde va réfléchir de son côté à ce qu'ils vont faire. Forcément, est-ce que je fais ces petits objectifs-là? Est-ce que je rush plutôt un monstre parce que j'ai déjà fait 3 croix, moi je vois que les autres arrive ou pas. Est-ce que je vais taper sur le boss en sachant que le boss, au début je peux pas le taper du tout, donc il faut que je trouve la case 3, la case 11, la case 4, la 8, la 5 pour pouvoir avoir plus de possibilités pour pouvoir le faire, etc. etc. Le boss c'est peut-être aussi bien d'aller en coop, Alors non, parce que c'est le premier qui le tape en fait, qui va pouvoir récupérer le bonus. Si tu regardes bien, c'est le seul monstre où tu n'as pas un petit slash. Ça va être chaud quand même, si tu es tout seul à essayer de vaincre le boss, ça va être chaud quand même. Tout à fait. Ok.
Et du coup, là, c'est le petit donjon pour débutants. On va avoir des donjons avec des cultistes. On va avoir des donjons avec... un truc qui ressemble à Cthulhu ici. C'est exactement ça. Il y a plein de petites références à Donjons et Dragons un petit peu partout. Tu as un autre donjon qui est pas là, où tu as un ver des sables, un peu comme dans Beetlejuice, qui s'appelle Sandy. Et tu as un donjon avec des dinosaures steampunk. Et qu'est-ce qui manquait au monde à part des dinosaures steampunk, je te demande. Bah, super, donc ça veut dire que dans une boîte de base, on a 4 mondes différents. Ouais, tout à fait. Ouais, c'est bien. Très très bien. Ok, super. Bah écoute, Dungeons, Dice and Danger, c'est disponible désormais, hein. On peut le trouver partout. Donc voilà, vous pouvez essayer ça, c'est très très bien. Merci beaucoup JB. Merci, avec plaisir. On est désormais sur le stand de Ori Games avec Simon qui est chef de projet chez Ori Games. Donc bonjour Simon. Bonjour. Voilà, alors j'ai déjà parlé de toute la gamme des jeux Ori Games lors de la visite à Cannes sur le stand Pro Néoludis, donc ça on avait vu toute la gamme, donc ça c'était super. Et là aujourd'hui on va parler de Renegade, puisque c'est un partenariat Renegade qui est avec vous. Oui. Donc The Hunger, alors pas mal de gens connaissent déjà The Hunger parce qu'il est sorti depuis un moment, mais c'est surtout que là vous présentez une extension, la nouvelle extension. Voilà, la première extension pour The Hunger, elle est en démonstration ici sur PEL, donc voilà, c'est un proto pour l'instant qui est la mécanique est définitive et donc là il est en fabrication, donc ça va arriver dès que possible. Ça va s'appeler comment cette extension? Alors cette extension c'est Au clair de la lune. Au clair de la lune, d'accord, parce qu'en fait on peut rappeler un peu le pitch du jeu. Oui, tout à fait, donc The Hunger c'est un jeu de deck building avec un plateau. Donc c'est un deck building assez exigeant dans le sens que on est des vampires, on va avoir 15 tours pour visiter la région et manger des humains pour se nourrir dans la nuit et revenir au château avant le lever du soleil. Sauf que tous les humains qu'on va attraper dans le jeu nous donnent des points de victoire immédiats, sauf que ça vient alourdir notre estomac et notre deck, donc nous ralentir pour revenir au château. Donc il va falloir trouver un équilibre entre points de victoire et rentrer au château pour pas être cramé par le soleil. Oui, c'est ça. Ok, et donc l'apport de la nouvelle extension? Alors l'extension va apporter plus d'interactivité entre les joueurs, puisque l'extension va apporter des loups-garous et des chasseurs de vampires qui vont intercepter en fait les vampires dans leur chasse, dans leur course. Ça va leur apporter des menaces qu'ils devront combattre. Il y aura des points d'attaque et on pourra aussi s'attaquer entre joueurs. Donc voilà, plus de difficultés pour les vampires, mais plus de possibilités de faire des points de victoire. Plus de gestion de risque. Voilà. Ça marche. Voilà. Ok, donc ça c'était pour The Hunger et on passe maintenant sur Ecosphere. On va parler maintenant d'Ecosphere, donc un jeu qui est sorti le 24 juin, donc qui est disponible, donc encore un partenariat avec Renegade, puisque voilà, cette année on va parler plutôt de ces jeux-là. Alors je te laisse nous expliquer un petit peu. Oui, donc Ecosphere c'est par les auteurs de Stellar, pour ceux qui ont connu Stellar aussi chez Renegade et aussi chez nous, donc qui était un jeu à deux. Là c'est un 2-5 joueurs. Même équipe éditoriale, c'est un jeu de collection de majorité. C'est un jeu de cartes. Hein. C'est un jeu de cartes avec des écosystèmes. On va essayer de collecter un maximum d'écosystèmes pour faire des séries de cartes différentes et des collections de familles identiques pour faire un maximum de points. Donc il y a un système très malin on doit dépenser une carte dans la zone commune de jeu et puis récupérer une autre pile de cartes qu'on met soit dans sa main soit sur la table pour avoir dans sa main un bon contrôle sur le jeu et sur la table commencer ses collections et faire des points. Voilà. Donc c'est très accessible, mais il faut quand même se creuser un peu le cerveau pour faire des bons scores. Avec des belles illustrations encore hein, sur les cartes, c'est des photos hein, plutôt. Hein, c'est des illustrations, voilà. On est sur des photos de la nature, en fait le jeu est vraiment basé sur la nature, donc sans emballage plastique, donc tout c'est ça. Donc, maximum éco. Maintenant pour l'essentiel de nos jeux de cartes, on les édite ou on les réédite sans emballage plastique et sans insert plastique, pour limiter un petit peu l'utilisation du plastique. Et donc dans cette gamme, donc il y avait Stellar, donc maintenant Ecosphere, toutes les cartes comportent un texte scientifique, un petit texte scientifique pour donner de l'information sur les écosystèmes. Dans Stellar, c'était sur l'astronomie. Voilà. Donc comme ça, on peut apprendre en jouant, donc ça c'est vraiment cool. Et ça, c'est à partir de quel âge? 10 ans. Oui. Voilà, pour 30 minutes et 2 à 5 joueurs. Ben, merci beaucoup. Merci Simon. Merci. Bonjour.
Bonjour, alors je suis avec Vincent de Space Cowboys. Bonjour. Voilà, pour nous présenter aujourd'hui Bureau of Investigation dans l'univers de Sherlock Holmes Détective Conseil, que je connais bien déjà étant une grande fan de jeux d'enquête. Donc j'aimerais que tu nous présentes cette version plus dark dans Arkham. Voilà, ceux qui aiment Lovecraft vont s'y retrouver, donc ça tombe bien parce que moi j'aime les deux. Donc vas-y, si tu veux bien nous expliquer un petit peu le concept. Maintenant, Bureau of Investigation, qu'est-ce que c'est? Bureau of Investigation va utiliser les ressorts de Sherlock Holmes, à savoir le côté coopératif, on est ensemble pour résoudre des affaires, mais dans le monde de Lovecraft et de Cthulhu. On n'est pas dans un monde pulp. Nous, on a voulu vraiment reprendre les livres et reprendre la base de Cthulhu. Ça, c'est une enquête de démo qu'on a sur Paris Ludique et sur d'autres festivals. Donc, je peux la montrer sans spoiler ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte. Et après, je dirai ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte. Donc, en fait, c'est pareil. On va avoir ici une introduction qui va expliquer le cas. Donc là, c'est l'étudiant disparu. Et il va falloir ce qui est arrivé à cet étudiant. Donc on va pouvoir ensemble échanger, aller fouiller les pistes, on va tomber sur des plans, je passe un peu vite, si jamais on ne veut pas trop spoiler non plus. Et en fait là dans cette affaire par exemple on sait qu'on a 10 pistes à suivre avant d'aller à la fin. Donc on va échanger, on va trouver des choses, on va émettre des hypothèses, on va avoir des noms, on va avoir des dates et on va essayer de remettre le puzzle dans l'ordre. Dans cette boîte, qu'est-ce qu'il y a? Il y a 5 affaires. Alors il y a 5 affaires, on est un jeune agent du Bureau of Investigation, on vient d'arriver, c'est l'ancêtre du FBI. On arrive à Arkham et il y a 5 affaires qui sont très très différentes les unes des autres. On fait un open the box ensemble, réalisé en cascade. Il y a un livret de règles qui sont extrêmement simples. Il y a très très peu de règles, c'est aussi le plaisir avec Sherlock. Voilà. C'est ça, on peut se plonger immédiatement. Ouais. Dans l'affaire. Il y a l'annuaire dont je parlais tout à l'heure de Sherlock Holmes. Bien sûr, là, c'est l'annuaire du Massachusetts, donc, dans lequel on va avoir à la fois les quartiers de Boston, d'Arkham, j'en dis pas trop, et puis les noms par ordre alphabétique. Alors bien sûr, il y a plein de noms qui ne servent à rien, mais il va falloir chercher là-dedans, fouiller. Il y a après l'annuaire des professionnels avec des avocats, des banques, des bâtiments officiels, des édifices religieux qu'on va aller chercher. Et voilà, on a une carte. La carte qui est toujours juste magnifique, quoi. On a par exemple le plan d'Arkham. Donc le plan d'Arkham, on va s'en servir de plusieurs manières. On va pouvoir voir les différents noms de rues, mais on va aussi pouvoir voir les circuits que font certains personnages qu'on devra suivre pour voir, tiens, il est passé là, est-ce que ça peut pas être intéressant d'aller chercher dans l'annuaire quelle est cette adresse pour essayer de voir ce qu'il allait voir. Et ensuite, il y a 5 affaires. Les livres d'enquête. 5 affaires, les livres d'enquête qui sont vraiment très différents. Il y a des journaux qui serviront dans certaines enquêtes. Donc des journaux, hop, on va pas y aller trop vite parce qu'il faut pas spoiler. Ouais. Mais on n'en montre pas trop parce que... Non, il y a 5 affaires. Donc l'affaire numéro 1, donc l'enquête 1 qui est le visage. L'affaire numéro 2 qui est l'expédition. Une expédition un peu mystérieuse. Et après, nous, on a voulu pousser le jeu encore plus loin. C'est-à-dire que je ne vais pas trop en dire parce qu'il faut que les gens et que les joueurs prennent plaisir à découvrir, donc on ne va pas trop spoiler. Mais si les premières peuvent rappeler Sherlock Holmes, on va suivre les pistes. Après, on a complètement explosé le système pour aller repousser le jeu dans ses retranchements et surprendre les joueurs. Donc on a l'enquête numéro 3, la maison du sorcier, qui est encore très très différente. Ensuite, on a l'affaire Spartacus. L'affaire Spartacus, elle est épaisse celle-là. Alors elle est épaisse et surtout sa particularité, c'est que d'habitude, vous avez l'introduction, vous la lisez et on part dans l'affaire. Là, pas du tout. C'est votre chef qui vous dit voilà, merci de résoudre ça. Et alors là, vous ouvrez. Et je peux tout montrer parce qu'il n'y a pas de spoil, parce que de toute façon vous ne verrez pas tout à l'heure, vous avez ça. Vous avez des documents, des facsimilés, des comptes rendus, énormément de documents, des rapports d'autopsie, des documents top secrets, des photos. Et en fait vous étalez ça sur la table et là vous partez dans l'affaire. C'est-à-dire que c'est à vous de trouver sur quoi vous enquêtez, d'avancer. Dans une espèce de... C'est coton là, il y a du boulot. Il y a du boulot, mais tout a été... On a pris extrêmement de temps à développer ce jeu parce qu'on voulait... De développement, 3 ans. 3 ans de développement avec l'auteur Grégory Privat. Qui a fait un travail extraordinaire de recherche, d'écriture. C'est un érudit de Lovecraft et un passionné de jeux d'affaires. Il faut bien connaître l'univers aussi. Oui, complètement. Forcément. Et il a fait un travail monstrueux. Donc ça, c'est l'affaire 4.
Et ensuite, je peux pas la montrer, c'est l'enquête 5 qui emmène encore les joueurs ailleurs, plus loin, et qui surprend encore dans ses mécanismes le jeu. Et bah ça donne extrêmement envie parce que encore une belle qualité de matériel. Bah merci. Ouais, un univers, qui mélange en tout cas de l'enquête vraiment très chiadée de Sherlock Holmes et l'univers de Lovecraft. Donc voilà, ça donne vraiment envie. J'espère qu'on pourra tester rapidement sur la chaîne pour vous donner encore plus envie, sans spoiler, même si c'est déjà bien alléchant. Ben, merci beaucoup. Et donc oui, j'ai pas cité quand même, je vais citer, je peux refaire la... Tu peux citer, ouais. Donc citer donc Bureau of Investigation, donc c'est basé sur le système de Gary Grady et de Susan Goldberg de Sherlock Holmes Détective Conseil. Là c'est 5 affaires qui ont été écrites par Grégory Privat. Et puis voilà, magnifiquement illustré par nos illustrateurs émérites, avec Pascal Quido en couverture, avec qui on travaille déjà beaucoup sur Sherlock Holmes, qui a fait toutes les couvertures de Sherlock Holmes Détective Conseil. Oui, parce qu'on sent qu'on est dans le même univers, il y a une unité graphique quand même. On voulait marquer l'unité, mais aussi la différence. C'est pour ça que c'est pas une boîte fourreau, c'est une boîte cloche, elle n'est pas tout à fait au même format, mais il y a un lien, mais c'est autre chose et on va ailleurs. J'ai hâte de découvrir les différences justement. Donc voilà, je suis une grande fan de jeux d'enquête, hein, ça vous le savez déjà. Mais j'aime aussi beaucoup l'univers des pirates et en termes de piraterie, on a pas mal de choix. Et aujourd'hui, il y a Jamaïca chez Space Cowboys, donc j'aimerais que tu nous en parles également. Bien sûr. Jamaïca, c'est un jeu qui a déjà une histoire, puisque c'est un jeu qui est sorti il y a une dizaine d'années, quinzaine d'années, le temps passe vite. Un jeu de Bruno Catala, Malcolm Raff et Sébastien Pochon, illustré par Annie, et qui était sorti chez Gameworks à la base, c'est-à-dire un éditeur suisse. Et Sébastien Pochon, qui travaille aussi avec nous chez Space Cowboys, a décidé de poursuivre et d'apporter le jeu un petit peu plus loin. Donc on a fait une réédition du jeu, voilà 2 ans. Jamaïca, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu familial de course de pirates. C'est-à-dire qu'on va faire le tour de la Jamaïque avec son bateau, on va avoir ses canons, on va pouvoir découvrir des trésors, on va pouvoir gérer sa cale et gérer ses déplacements avec tout un système extrêmement simple et une règle extrêmement simple parce que vraiment c'est un jeu familial et on va devoir faire le tour de la Jamaïque, sachant que c'est pas forcément celui qui fait en premier le tour de la Jamaïque qui va gagner la partie. Il y a toute une histoire de trésors et de doublons, il va falloir être le plus riche à la fin de la partie. Toujours les pirates. Exactement, donc voler ses adversaires, trouver des trésors perdus et voilà. C'est un jeu qui va durer environ 3/4 d'heure, qui se joue de 2 à 6 joueurs à partir de 8 ans et sur lequel on a sorti une extension qui s'appelle The Crew, qui vient de sortir là et qui permet de rajouter, on ne voulait pas rajouter des règles sur des règles sur des règles, on voulait que ça reste vraiment très accessible, qui va rajouter la gestion de l'équipage. Donc on va pouvoir recruter dans la taverne des membres d'équipage qui vont pouvoir nous donner des petits pouvoirs supplémentaires et prendre l'ascendant sur les autres. On va avoir le canonnier, on va avoir l'encrier qui va nous permettre de gérer mieux nos déplacements et voilà. Donc c'est un jeu plutôt familial où là on s'amuse avec les enfants, donc à partir tu disais de 8 ans. 8 ans, 2 à 6 joueurs. Et puis on est sur de 30 à 60 minutes avec une moyenne à 45 minutes, donc c'est très rapide. Les règles sont vraiment très simples. On a eu à cœur de travailler l'aspect graphique et la qualité du matériel aussi pour prolonger le plaisir et plonger tout de suite les joueurs dans la mer des Caraïbes avec le petit bateau qui court qui navigue autour de l'île de la Jamaïque. D'accord. Alors des très belles illustrations aussi avec un univers de bande dessinée un peu quoi. Donc, oui. À découvrir aussi avec plaisir sur la chaîne.